ça correspond en fait à une demande de la CTR qui s'est un petit peu émue, donc, notamment à la fin de 2014, par rapport au nombre d'accidents, parce qu'on s'est rendu compte en fait que, eh bien, il y a eu 14 accidents recensés en 2014, et 12 concernaient des plongeurs niveau 4 et plus, et concernaient principalement les plongées profondes. Donc on s'est dit, effectivement, nos autorités de tutelle également souhaitaient avoir quelques éléments là-dessus. Et c'est pour ça que nous avons travaillé un petit peu avec Alix sur le sujet. C'est-à-dire, quelles mesures est-ce qu'on peut prendre pour essayer d'améliorer les choses et identifier peut-être les failles qu'on a dans notre système de formation pour que les choses aillent mieux. Donc le collège des instructeurs régionaux a été mandaté et j'ai eu le plaisir de piloter donc, ce groupe de travail auquel ont participé donc, Fabien Caudron, Anne-Claire Gaillot, Yvonne Lepetrec, et au travers de lui, je tiens aussi à remercier les stagiaires MF2 du Morbihan qui ont travaillé avec Ovenic et sur lesquels donc, nous avons pu avoir des informations et qui ont proposé des choses que l'on a repris après dans les préconisations du groupe de travail. Frédéric Le Sauge, Jean-Paul Marteau et Alix. Alors, la première chose, je crois qu'il faut identifier, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on entend par plongée profonde ? Est-ce que ça se résume à un chiffre que l'on trouve dans le code du sport ? C'est-à-dire, en gros, c'est 60 mètres maximum. Donc, on peut dire que dans la zone proche de 60 mètres, on est en plongée profonde. Alors, ça veut dire quoi ? 55-60, moins de 55 mètres. Bon. La question aussi qu'on va se poser à ce moment-là, c'est que peut-être il y a plusieurs définitions de plongée profonde en fonction des lieux de pratique. Par exemple, si on est dans une eau chaude et limpide, une plongée à 50 ou 60 mètres ne présente pas de grandes difficultés. Surtout quand on remonte tranquillement en regardant les poissons tropicaux pour faire ses paliers sur un massif corallien. Maintenant, si on plonge dans le Ratsin en plein hiver dans une eau à 8 degrés et dans du courant, peut-être que la plongée dite profonde, ou la notion de profondeur interviendra bien avant. C'est-à-dire déjà à 40 mètres, quand on est dans le black, on peut considérer qu'on est en plongée profonde. La notion aussi de plongée profonde, eh bien, elle apparaît aussi en autonomie, en fonction de la qualification des participants. Il est bien évident que si on a des plongeurs très aguerris qui plongent ensemble et régulièrement à une profondeur importante, on peut imaginer qu'ils seront en meilleure sécurité que des gens qui n'ont peut-être pas la qualification nécessaire pour aller à ces profondeurs-là régulièrement. Je prends par exemple des gens qui n'ont, c'est le cas un peu en Bretagne, on n'a pas énormément de fonds profonds, du moins sur certaines zones. S'il faut aller loin en bateau, il faut plusieurs heures, quelquefois, de navigation pour avoir des plongées profondes. Donc c'est une condition de pratique qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Pour la plongée encadrée, c'est la même chose. Ça dépendra aussi, la notion de profondeur peut apparaître aussi différente en fonction de la qualification des plongeurs qui sont emmenés et de la qualification de l'encadrement. Si on a un moniteur, un guide de palanquier qui est habitué à descendre profond souvent et qui est qualifié et parfaitement entraîné, eh bien on aura effectivement des meilleures conditions de sécurité que si c'est peut-être un début de saison où les gens n'ont pas plongé souvent. Et enfin, on a la culture française aussi de liberté, hein, c'est un peu comme ça que je l'ai mis. On est un peuple latin, hein, donc on n'aime pas beaucoup les interdits, on aime bien être libre de faire ce qu'on veut, hein, on est un peuple républicain. Alors qu'on a d'autres organisations, comme les organisations anglo-saxonnes par exemple, où les gens sont plus habitués à respecter une réglementation précise, il suffit de voir les Anglais faire la queue par exemple partout. Et PADI, par exemple, qui considère qu'on est en plongée profonde dès qu'on a dépassé 18 mètres. Alors bien sûr, derrière, il y a d'autres aspects qu'on ne va pas aborder ici, des aspects de réglementation, d'assurance, s'il y a un souci, de protection par rapport à l'accident de décompression de manière importante, parce qu'on estime que, au-delà à moins de 18 mètres, en principe, on n'ira pas au tribunal parce qu'il n'y aura pas d'accident de décompression. Donc voilà les choses qui sont envisageables. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut définir comme chiffre, si on doit en donner un, pour la plongée profonde ? Il y a un consensus qu'on a pu ressortir à peu près autour de, on va dire, 30-35 mètres. C'est-à-dire au-delà de 35 mètres, on peut considérer réellement qu'on est en plongée profonde. Et donc, avoir en tête que quand on est en plongée profonde,
le comportement et le mode de fonctionnement. On n'est plus dans une plongée à l'air simple à 10-15 mètres de profondeur. Alors, quelle est la population concernée? Alors là, tout de suite, je précise, il y a quand même une très forte majorité, et quand je dis très forte, c'est 99,9% peut-être, de plongeurs profonds qui n'ont pas de problème. C'est heureux. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'attacher au faible pourcentage de gens qui sont ce qu'on pourrait appeler une population à risque, c'est-à-dire des gens qui ont des pratiques qui les mettent en danger. Alors, dans un premier temps, il s'agit de plongeurs, par exemple, non aguerris, des gens qui vont profond parce qu'ils pensent que, hors club ou en club ou en structure professionnelle, ça leur permet de plonger dans de bonnes conditions. Finalement, on y va parce que on est à l'aise à 20 mètres, on est costaud, on est jeune, on a bonne santé. Pourquoi ne pas aller plus profond? Et donc là, on s'aperçoit qu'on peut avoir des soucis. On a aussi une autre population, c'est ce que j'ai appelé les aguerris téméraires, voire les inconscients. Et je dis souvent, c'est des gens qui sont inconscients de leur incompétence. Ils pensent qu'ils ont le niveau pour faire des choses. Et en fait, ils ne l'ont pas. Dans cette population-là, on a un plongeur qu'on a laissé au fond il y a 2 ans en Italie. C'était pas à l'air, mais bon, les conditions sont les mêmes. On a beaucoup de pratiques, donc hors du cadre fédéral. Avec la remarque de Philippe, souvent les gens sortent du cadre fédéral parce qu'ils savent qu'ils sont un peu borderline. Et là, avec l'éclairage de Philippe, là, on peut dire effectivement, surtout s'ils sont des moniteurs et qu'ils sont licenciés, on est quand même encore dans le respect du Code du sport. Donc, il faut faire quand même attention. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à partir du moment où il y a des gens qui sont hors du cadre fédéral, notre fédération, on a un rôle d'information et de sensibilisation par rapport à ça. Donc, quelque part, si ces gens-là plongent hors du cadre fédéral, même s'ils sont licenciés chez nous, donc participant à la vie d'un club, on a les moyens de les adresser et de réussir à leur faire passer peut-être un certain nombre de messages. Donc, on a notre rôle de sensibilisation et d'information que notre statut de fédération délégataire nous donne. Alors, la question qu'on s'est posée aussi à un moment donné dans le groupe, c'est de se dire, est-ce qu'on doit mettre en place de nouvelles qualifications ou de nouvelles formations? Mais là, la réponse est très clairement non. Tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, vous êtes moniteurs, vous le savez. Les contenus de formation fédéraux remplissent et répondent parfaitement à la prévention des accidents en plongée profonde. Peut-être la seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas appliqués et ni mis en place comme il le devrait. Alors, toujours dans le même registre, qui vient à la plongée profonde? Bien sûr, la motivation objective, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Soit on a une épave profonde, soit il y a un site, un endroit relativement profond. Bon, je pense que certains d'entre vous connaissent bien la fameuse arche, ou du moins ont entendu parler, la fameuse arche à Dahab, en mer Rouge. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet et on voit les plongeurs morts au fond. Bon, elle est à 76 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Il y a plein de gens qui vont passer sous l'arche. Donc, c'est peut-être un signe d'intérêt, mais à un moment donné, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Ça peut être aussi une motivation personnelle. Et là, on touche déjà à l'aspect psychologique des choses. Donc, ça devient quelque chose on touche la matière humaine, là. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus difficile à identifier et puis à faire évoluer. C'est le dépassement de soi, on connaît très bien. Les gens qui veulent aller plus profond que le copain. Combien t'es descendu aujourd'hui? Ah ben moi, hier, je suis descendu vachement plus profond, etc. Donc la recherche de sensations, ça on le retrouve dans d'autres domaines aussi. C'est-à-dire qu'on se shoot un peu à la narcose. C'est sympa, on est profond, on est bien, c'est sympa. La recordite ou un ego hypertrophié, ça on le voit aussi de temps en temps dans les clubs. Je suis certain que dans vos structures respectives, vous le voyez. Et je crois que c'est un point important parce que un certain nombre de plongeurs mettent notre activité, je ne parle pas de la plongée sportive en piscine, là, dans le domaine de la compétition, je parle des gens qui vont en plongée profonde en mer et qui le placent sous forme de compétition. Ça existe. Moi je dis que un plongeur qui rentre dans cette démarche-là est un plongeur en danger. Parce qu'il va être amené à prendre des risques.
Et il y a aussi, bien sûr, l'effet de groupe, hein, la contrainte sociale, faire comme les autres. Bon, tout le monde a fait la plongée sur telle épave à grande profondeur. Moi, je ne la sens pas tellement, mais bon, sinon je vais passer pour un charlot, donc j'y vais aussi, quoi. Alors, pour ça, donc, quels apprentissages ont été nécessaires? Eh bien, on s'aperçoit que la formation est souvent survolée. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié aujourd'hui des contenus de formation formels sur la plongée profonde. On l'enseigne tous, comme dans les formations de moniteurs que l'on a, mais je pense que là, quelque part, on a peut-être un rôle, en tant que fédération, de devenir ou redevenir un peu quelque part des référents. C'est-à-dire, et c'est un peu les outils que Fabien va vous présenter tout à l'heure, c'est-à-dire donner, je dirais, des éléments qui permettent aux moniteurs qui sont aujourd'hui en activité d'améliorer la qualité de leur enseignement dans ce domaine-là. Et pourquoi ils ont du mal, quelquefois, à développer cet enseignement-là? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu cet enseignement quand ils étaient plongeurs. Donc après, ils ont du mal à transposer en termes de pédagogie sur un enseignement qu'ils feraient eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il faut renforcer donc, notre rôle de l'enseignement dans ces disciplines en organisant, par exemple, ce sont des propositions, hein, plusieurs plongées dans le cursus, notamment les mutualisations de moyens. Et là, je pense que la maille départementale est assez intéressante. Pourquoi? Parce que souvent, dans les clubs, on n'a pas... Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas, malgré le nombre de moniteurs qu'on forme, qui n'ont peut-être pas l'encadrement qui lui permet de proposer des plongées profondes de manière régulière pour former leurs plongeurs. Donc, cette maille départementale, avec un regroupement départemental, permet par exemple de réunir un certain nombre de 4, de 3, peut-être familiarisés avec la plongée profonde, et de proposer des formations donc sur une forme de week-end ou autre, hein, qui permettrait d'améliorer les choses. Ce serait aussi une aide à la préparation et à la planification des plongées. On a parlé pas mal ce matin de planification. Là, on va y revenir aussi. Je crois que la plongée profonde nécessite aussi une planification. L'utilisation du bon matériel, notamment, par exemple, l'apprentissage des fingers ou des vidoirs ou autres, qui étaient, je dirais du moins, l'apanage des plongées tech, mais qui aujourd'hui, finalement, on voit bien dans les clubs, est devenu un outil qui est utilisé par tous les plongeurs. Tout simplement parce que ça permet de balancer un parachute un peu plus profond. Et bien sûr, donc, la vérification des compétences et l'adaptation à la profondeur, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, hein, bien entendu. Il faut apprendre la profondeur de manière progressive. Mais tout ça, ce sont des choses qui existent, mais en fait, on l'a perdu de vue. Alors, la perception des risques reste aussi souvent théorisée, c'est-à-dire qu'elle est toujours relativement difficile à enseigner, parce que quand on n'a pas vécu des situations critiques, je crois qu'on a du mal à conceptualiser une évolution d'une situation, je dirais d'un incident de plongée, qui va se suivre par un deuxième incident et un troisième incident. Bon, moi j'ai la chance d'être un vieux plongeur, si je puis dire. J'ai vécu quand même pas mal de petits soucis dans l'eau. Heureusement, mis à part l'incident d'il y a 2 ans, je n'ai jamais eu de décès dans l'eau, des gens qui étaient avec moi. J'ai eu des petits soucis, des gens que j'ai amenés au caisson, des choses comme ça. Et à chaque fois, on s'aperçoit que, il y a plein de petits warnings qui s'allument. Et quand on est habitué à les détecter à temps, en général, il y a plein de problèmes que j'ai réglés dans l'eau, profond. Des problèmes qui ne sont jamais devenus des accidents, mais qui auraient pu devenir des accidents. Et ça, on ne l'apprend pas au tableau, on l'apprend dans l'eau, à grande profondeur. Il y a aussi le dilemme, bien sûr, entre l'optimisation du temps passé dans l'eau et la sécurité lors des stages de plongée. Bon, on a parlé ce matin des plongées, des 3-4 plongées par jour. Alors, moi, j'ai vécu ça aussi il y a quelques années. À l'époque, on pouvait aller en mer Rouge sans gilet pare-balles, donc on y allait assez souvent. Et j'ai le cas, par exemple, d'une des dernières sorties qu'on a faites là-bas. Bon, le large d'Elphinstone, je suppose que certains connaissent, qui est à 62 mètres de profondeur, donc première plongée du matin, qui n'était pas le premier jour de plongée, c'était le 3e ou 4e jour de plongée. Première plongée sur Elphinstone, donc 62 mètres, on passe sous l'arche, décompression à l'oxygène, rien à dire, impeccable.
On remonte sur le bateau, petit déjeuner. 1 heure et demie après, on se remet à l'eau. Donc moi, il m'a palanqué, je suis resté sur 18 mètres. Et il y a un groupe que j'ai vu redescendre à 40 mètres. Groupe piloté par un MF1. Remonté sur le bateau. 3e plongée dans la journée sans problème. Et puis à 5 heures du soir, une des personnes de la palanquée vient me voir en disant « Ah putain, j'ai mal au bras, je ne sais pas ce qui se passe, ça picote. Bon, mis sous oxygène. » Cherchez l'erreur. Voilà. Donc nous devons donner du sens en fait à l'approche de la plongée profonde, et c'est quelque chose aujourd'hui, je crois qu'on a peut-être perdu de vue un peu. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de gens vont à 60 mètres comme on va à 15 mètres. C'est-à-dire sans planification éventuellement. C'est-à-dire qu'on a l'ordinateur et puis quand les paliers profonds, les paliers commencent à arriver à 6 mètres, 9 mètres, on dit bon on a de l'air, on commence à remonter, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se retrouver avec des soucis. Donc les conditions de pratique de cette plongée profonde, il s'agit, alors là il y a deux cas de figure, hein. Bien sûr la plongée, donc la pratique régulière. Pour une minorité, c'est des gens qui ne plongent pratiquement, qui font que des plongées profondes, on en connaît. Souvent, des gens qui sont peut-être licenciés, mais qui plongent souvent, qui pratiquent souvent hors club. Mais dans la plupart du cas, et surtout chez nous, ici en Bretagne, Pays de la Loire, parce qu'on a, mis à part dans le nord, peut-être on a accès à la profondeur rapidement, on a souvent des plongeurs qui plongent profond qu'exceptionnellement. C'est-à-dire qu'on fait quelques plongées profondes par an seulement, tout simplement parce que la plupart du temps, les sorties se font sur des fonds qui n'excèdent pas, on va dire, 30-35 mètres. Mais dans les deux cas, en fait, les risques sont accrus. Parce que dans le cas où on plonge fréquemment à grande profondeur, il y a une certaine routine qui s'installe. Donc on teste le détendeur quand on a le temps, en surface, toujours. Et puis, en général, ça se passe bien. Pour reprendre ce qu'a dit Philippe, moi je teste systématiquement mes détendeurs de secours en profondeur. Pas à chaque plongée, mais fréquemment, notamment quand je suis au palier, je fais pratiquement tous mes paliers sur mon détendeur de secours. C'est une bonne habitude à prendre. C'est tout. Et les plongeurs, eux, qui plongent régulièrement, bien sûr, eux, ils manquent d'expérience, donc les risques sont aussi accrus. Donc peut-être la nécessité d'un coaching ou d'un maintien de compétences qu'on pourrait mettre en place au niveau départemental, région, j'en sais rien. Et avant de sensibiliser les plongeurs, je crois qu'il faut aussi peut-être sensibiliser même les moniteurs, MF1 ou MF2. Donc l'accès au type de plongée profonde, bien sûr, dépend aussi de l'environnement. En Méditerranée, c'est beaucoup plus facile de descendre plus profond, parce qu'en général, là, on a la profondeur très rapidement. Dans les îles tropicales françaises, du moins aux Antilles, c'est le cas aussi. Donc la question aussi qui se pose, c'est est-ce que la pratique dans les clubs est encadrée ou accompagnée? En d'autres termes, est-ce que l'encadrement, les moniteurs des clubs fédéraux, aujourd'hui, se sont suffisamment imprégnés de cette démarche d'encadrement de plongée profonde pour pouvoir accompagner les plongeurs dans de bonnes conditions? Je crois qu'on peut répondre aujourd'hui, dans certains cas, ça n'est pas le cas, justement. Alors, les éléments qui peuvent impacter la sécurité de la plongée profonde, c'est souvent l'apprentissage trop rapide. Je suis certain que vous regardez ce qui se passe dans vos clubs respectifs. Souvent, les plongées, on fait pour une formation, je parle niveau 3 par exemple, on va faire 2-3 plongées dans d'exercice avec une assistance gilet, ça marche plus ou moins, non, ça n'a pas bien passé, on en refait une deuxième et puis c'est bon. Je connais des clubs où il n'y a aucun apport théorique entre le niveau 2 et le niveau 3. C'est-à-dire les gens, ils ont fait le niveau 2, plus ou moins avec un apport théorique plus ou moins, je dirais, ficelé et complet. Et puis on fait 2-3 plongées à 40 avec une assistance gilet et puis une petite balade d'explos avec un petit essoufflement, un truc comme ça, un échange d'embouts, et le tour est joué et on est niveau 3. De ma propre expérience, tous les problèmes que j'ai rencontrés en plongée dans mon club, avec des gens extérieurs à mon club, c'était pratiquement tous des niveaux 3. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés et qui donc étaient en principe aguerris pour aller sur des profondeurs de 30 à 40 mètres,
Et on s'aperçoit que quand on les emmène sur ces profondeurs-là, eh bien, ça ne se passe pas bien. Donc, il y a un faible niveau technique des pratiquants. Alors, pourquoi il y a ce faible niveau technique des pratiquants? Peut-être aussi parce que les moniteurs ne les ont pas formés correctement. Mais ils ne les ont pas formés correctement en toute bonne foi. Et là, je ne mets pas du tout en cause la compétence des moniteurs. C'est qu'eux-mêmes n'ont pas vécu cet apprentissage de la plongée profonde, comme on aurait peut-être dû le faire. Ce qui fait que finalement, un moniteur, il transfère, en mettant de la pédagogie en plus, l'expérience qu'il a vécue en tant que plongeur. Donc à partir du moment où il a vécu peu de choses, eh ben, il peut difficilement inventer après un contenu qui aille bien. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc très souvent, il y a aussi des abstractions volontaires ou des minimisations des risques encourus. C'est-à-dire, on va y aller, on sait que aujourd'hui, il y a un peu de mer, il y a du courant, on sait qu'on aura des paliers à faire qui seront peut-être assez longs, mais on y va quand même parce que on est des plongeurs aguerris et puis tout va bien se passer. Sauf que quand il y a un incident qui arrive, à ce moment-là, ça se passe moins bien. Donc il y a une absence de planification, on l'a évoqué ce matin, mais je crois que de ce point de vue-là, il faut qu'on fasse évoluer les choses. Il y a un non-respect souvent des consignes, réserve, vitesse de remontée trop lente, etc. Problème de conso. Il y a des gens du club concerné dans la salle, je travaille sous leur contrôle un peu. C'était un club qui a découvert une épave il y a quelques années sur 45-50 mètres. Et des gens qui plongeaient régulièrement, donc avec des plongeurs qualifiés sur 30-40 mètres. Et le fait de rajouter, on va dire, entre 5 et 10 mètres de plus, eh bien, les premières saisons où ils ont plongé sur cette épave-là, il y a eu énormément de pannes d'air. Alors, heureusement, à chaque fois, ça s'est bien terminé parce que sur le bateau, il y avait ce qu'il faut, donc les gens ont pu finir leur palier, mais on s'est retrouvé plusieurs fois avec des paliers interrompus par manque d'air. Donc, qui dit manque d'air dit manque de planification avant. Problème de conso, ça veut dire que peut-être dans la formation, il faudra proposer des exercices qui mettent en évidence assez facilement que quand on reste un peu plus long, 2 minutes de plus au fond, on rajoute des paliers et du coup, on n'a plus assez d'air pour remonter. Il y a un effet de ciseau entre la consommation accrue et la nécessité d'avoir plus de stock d'air pour faire ces paliers. C'est des choses qu'il faut mettre en œuvre. Donc, non-maîtrise du matériel, parachute finger. Alors là aussi, on en voit, je dirais, pas mal de choses assez marrantes. Parachute, alors ça, c'est endémique. Je dirais, quel que soit le niveau de plongeur. Dernier stage MF2 à Trébeurdin, moi, j'ai vu encore des parachutes partir tout seuls en surface. Parce que le fil n'était pas tenu. Ou alors, un plongeur mettre 8 minutes et demie pour dérouler le parachute. Bon. Et ça se voit à tous les niveaux de plongeurs et de moniteurs. Donc, c'est quelque chose qui vous est peut-être arrivé, qui vous arrivera peut-être, mais sur lesquels on peut améliorer les choses avec une pratique régulière. Donc, peut-être en début de saison, systématiquement, passer une petite plongée à faible profondeur, de remise en forme, à balancer chacun son parachute, même si on est moniteur. Ça peut servir. C'est à ce moment-là, peut-être qu'on s'apercevra que, comme le parachute, on ne s'en est pas servi souvent, il est collé et qu'on a du mal à le gonfler. Ou alors qu'on le gonfle, et moi ça m'est arrivé, et puis il est percé. Et ce n'est pas parce que j'utilisais rarement, c'est parce que j'utilisais trop souvent. Donc les choses arrivent. Et là, je dirais, ce n'est pas un jugement de valeur encore sur les plongeurs ou les moniteurs, c'est simplement le bon sens. Donc la probabilité d'accident, bien sûr, elle augmente avec la profondeur. Je crois que c'est Eric qui vous l'a dit ce matin. Le nombre de plongées pratiquées, de manière quasiment linéaire, plus on va plonger profond, plus on fera des plongées engagées, il est bien évident que plus on va risquer d'avoir un souci. Donc l'entretien du matériel aléatoire, l'inflateur, détendeur. Bon, j'ai aussi en exemple des inflateurs qui restent bloqués sur le direct système de la stab, des choses comme ça. Donc entretenir aussi son matériel. Alors que faire pour améliorer les choses ? Eh ben, déjà, en termes de prévention, je crois qu'il faut peut-être une meilleure rigueur dans l'évaluation et un dialogue avec les plongeurs. Notamment la validation de compétences d'un plongeur inconnu qui arrive chez vous. Vous avez des gens qui arrivent super qualifiés et donc sur le papier, ils sont qualifiés. Dans la réalité, c'est peut-être moins vrai.
Donc, quelque part, à un moment donné, avant de les faire plonger profond, et on sait qu'il y a eu, notamment dans le Nord Finistère, j'ai quelques exemples en tête, des accidents avec des gens qui avaient la qualification requise normalement, mais qui se sont retrouvés à grande profondeur tout seuls. Le cas, par exemple, d'une personne qui s'est retrouvée du niveau 3, qui s'est retrouvée à 60 mètres avec 20 barres dans le bloc toute seule, complètement paniquée, qui a été récupérée par 2 plongeurs qui étaient, eux, au mélange, et ça s'est mal passé, et puis de toute façon, la dame, elle est morte au fond. Donc, c'est des choses qui arrivent, et je pense qu'elle avait la qualification. Mais si une évaluation avait été faite peut-être avant, on se serait rendu compte qu'elle n'avait peut-être pas plongé depuis X années, etc., ou X semaines avant, etc. Donc, bien vérifier les compétences. Alors, l'évolution des formations, comme je vous l'ai dit, hein, les cursus existants sont suffisants. Donc, il n'est pas question là de remettre des pages dans le MFT. Tout y est. Simplement, il n'est pas exploité comme il le devrait sur ce domaine-là. Je pense qu'on peut creuser davantage. Alors, les points que l'on peut améliorer, mais ça c'est dès le niveau 1, c'est la maîtrise du lestage. Les problèmes dont Philippe a parlé tout à l'heure, là, sur les tombants, les gens qu'on retrouve les niveaux 2, qu'on retrouve à 45 mètres, ou je ne sais pas quoi, c'est à tous les coups des problèmes de lestage, d'équilibrage. Les gens ne savent pas s'équilibrer. Et ça, c'est vrai aussi, même quand on a affaire à des plongeurs qui sont un peu avancés dans leur formation, hein, je pense des niveaux 2 ou autres, on s'aperçoit qu'à grande profondeur, eh bien, avec l'écrasement de la combinaison, etc., les gens ont plus de mal à s'équilibrer. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Le positionnement de l'équipement, la maîtrise de l'utilisation de l'ordinateur. Bon, je ne vais pas redire ce qu'a dit Eric ce matin. On s'aperçoit, posez-vous la question, regardez votre ordinateur en rentrant ce soir ou demain matin, je suis certain qu'il y a plein de fonctions de votre ordinateur que vous n'avez pas exploitées ou que vous n'avez même pas explorées. Comment paramétrer le durcissement, peut-être? Et à quoi ça correspond quand on durcit un ordinateur? Comment l'utiliser? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, si votre ordinateur vous donne une indication pendant la plongée, est-ce qu'à 100% vous êtes capable de comprendre l'indication qu'il vous donne et de savoir à quoi ça correspond? Les ordinateurs sont de plus en plus sophistiqués, ils donnent de plus en plus de choses. Certains ordinateurs sont quasiment illisibles si on les met en lecture complète. Parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus laquelle est la pertinente et laquelle ne l'est pas. Donc il faut, je pense, s'approprier l'ordinateur. Et là, ça renvoie aussi à ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire que je pense que dans nos formations, à un moment donné, il faut qu'on améliore cet enseignement de l'ordinateur. Alors à partir du moment où on va alléger un peu le cursus sur les tables MN90, il est bien évident qu'on pourra peut-être dégager un peu plus de temps à périmètre constant pour parler des ordinateurs. Maîtrise du déploiement du parachute, je l'ai dit. Hein. Et un point également important, c'est peut-être favoriser l'utilisation du nitrox. On voit quand même de plus en plus maintenant à grande profondeur les gens qui ont une déco. Petite déco de 7 litres, ça ne pèse pas lourd et c'est très pratique. Et donc de proposer des décompressions avec des mélanges suroxygénés, voire de l'oxygène pur. C'est un plus pour les gens qui font de la plongée profonde. Aujourd'hui, plonger à 60 mètres à l'air, en faisant des paliers à l'air, de mon point de vue, c'est déjà prendre un risque qu'on peut facilement éliminer en prenant une petite déco avec ne serait-ce que du 60% d'oxygène. Ça permet d'améliorer beaucoup les choses. Alors, là aussi, c'est des comportements qu'on doit avoir. À partir du moment où on plonge et, avec une déco, je vois les gens arrivent en surface, on enlève la déco, et on attend le bateau. Ben non, on garde l'embout de la déco en bouche. Parce qu'on continue sa décompression. Si le bateau met 3 minutes pour venir vous chercher, pendant les 3 minutes, vous continuez à vous désaturer. Donc on améliore la décompression. C'est des comportements tout simples, mais on voit que les gens ne se les approprient pas obligatoirement. Alors plus tard dans le cursus après, c'est-à-dire là on a vu le niveau 1, plus tard dans le cursus après, eh bien, il y a une sensibilisation aux limites, donc en fonction de la consommation, c'est-à-dire effectivement, en plongée à l'air, on peut très bien calculer ses propres consommations à différentes profondeurs. Et c'est ce que je vous invite à faire, par exemple. Comme ça, on sait à peu près où on va par rapport à la planification. La pression de départ aussi, on sait que souvent, on a gonflé les blocs, ils sont à chaud à 200 bars ou 210, et puis quand on prend le bloc, il est à 190. Quand on va au-delà de 50-60 mètres, on remet un petit coup dessus. On part avec 230 bars. Partir avec un bloc à 230 bars ou partir avec un bloc à 190, ça fait 40 bars d'écart.
c'est quasiment la réserve qu'on a en plus. C'est énorme. Bon, de la gestion de l'effort à la descente aussi, la gestion du courant, Fabien vous en parlera un petit peu tout à l'heure, je crois. Donc sur le respect des paramètres de fin de plongée, et ça, le groupe de travail qui a piloté Yvonique là-dessus l'a bien mis en évidence. Quand on plonge à 60 mètres, on n'attend pas d'être à 50 bars pour remonter. On remonte avant. Surtout si on ne consomme pas beaucoup et qu'on a un temps de plongée important, eh bien, il faut peut-être remonter avec 70 bars et de dire, bon, bah, aujourd'hui, on descend à 60 mètres et le premier qui arrive à 70 bars prévient la palanquée et on remonte. La théorie du 1, 2, 3, Fabien va vous en parler aussi. Donc les deux derniers transparents, et puis je vais laisser la parole à Fabien après. Donc c'est des éléments complémentaires qu'on peut intégrer aux formations. Donc c'est des éléments déjà existants dans le cursus, hein. Là on n'invente rien. D'ailleurs dans les outils qu'on va vous proposer, on ne parle pas de compétences. On ne veut pas développer des compétences nouvelles, on va parler de comportements à améliorer, ou des comportements nouveaux à adopter. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, des éléments qui existent dans le cursus, ils devraient être traités de manière systématique et obligatoire, ce qui n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, souvent, je pense que l'apprentissage de la plongée profonde n'est pas fait avec je ne vais pas dire le mot sérieux, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas faite sérieusement, je dirais n'est pas faite avec le volume d'informations que l'on devrait donner aux plongeurs. Donc, une sensibilisation accrue du rôle du DP aussi, qui reste dans la pratique et souvent perçu plutôt comme un administratif, alors qu'il devrait y avoir un échange systématique avec chaque plongeur, surtout quand on fait des plongées profondes. C'est-à-dire le DP, avant de partir, devrait lui-même pouvoir déjà être informé de la planification de la plongée qui va se faire, et en plus pouvoir éventuellement infléchir cette planification si elle ne lui convient pas, pour diverses raisons. Parce qu'il y a du courant, parce que ceci, parce que le bateau ne pourra pas aller récupérer les gens à tel endroit, etc. Donc, quelque part, il faut que cette notion de prise en charge de la sécurité se fasse. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est par coaching, compagnonnage. Il n'est pas question de faire des évaluations formelles là-dedans encore. Simplement, d'amener les gens, les plongeurs, dans une démarche, je dirais, de responsabilité pour eux-mêmes, qu'ils arrivent à la conclusion que finalement, c'est ça, effectivement, qu'il faut faire. Parce que c'est le bon sens. Et j'en suis convaincu parce qu'on me l'a dit et que je l'ai vu pratiquer. Donc prévoir peut-être un délai entre le PA20 et PE40, ou par exemple, ou pareil entre le PA40 et le PE60. Bon, ça, on l'a mis peut-être parce que bon, c'est pas c'est quelque chose auquel il faut peut-être réfléchir. Et enfin, donc le dernier point, les actions complémentaires donc, que l'on peut envisager, c'est renforcer la formation et l'évaluation, notamment sur les PA 40 et plus. Je crois que là, on a un rôle de formation et une responsabilité en tant que formateur qu'on doit bien maîtriser. Lors de formation niveau 3 et de palanquée, intégrer un travail, souvent c'est quelques séances parce qu'on le fait en week-end, intégrer peut-être un travail plus important. Donc, prévoir peut-être quelques journées supplémentaires. Exigence pour le DP d'une planification, d'un protocole, d'une checklist éventuellement sur la plongée. Soirée coaching au niveau club, sortie départementale ou autre. Ça, je laisse chaque département là-dessus, bien sûr, les idées que chacun peut avoir. Nous, on vous a proposé tout à l'heure des flyers. On verra, Fabien va vous en parler. Et en fait, c'est quelque chose que nous avions mis en place avec Fred Lesseau dans le 29 l'année dernière. Intégré dans la formation des MF1, donc dans le stage de formation MF1, non pas dans le stage initial, mais dans le stage intermédiaire, les week-ends, ce qu'on appelle les week-ends de regroupement, où on se retrouve de temps en temps pour refaire un petit point sur la pédagogie. Eh bien, on a prévu l'année dernière une demi-journée. Cette année, on a prévu une journée complète, où on fait donc une petite intervention pour remise en mémoire de tous les éléments concernant la plongée profonde. Et on fait réfléchir après les stagiaires pédagogiques, donc en atelier, sur la manière dont on pourrait enseigner de la manière la plus pertinente possible la plongée profonde. Et là, on s'aperçoit effectivement, comme ce que je vous l'ai dit, que les gens ont du mal à trouver les contenus, ont du mal quelquefois à voir comment on doit procéder, tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont pas vécu dans leur formation de plongeur cette pratique-là. Voilà, je vais laisser Fabien poursuivre. Il va vous présenter les outils qu'on a déjà menés.
Merci Jean-Yves. Donc pour parfaire la formation, la CTR a mis au point un petit guide qui vous permettra d'avoir quelques axes de réflexion sur l'enseignement des comportements adoptés lors de l'enseignement de la plongée profonde. Pour ça, on s'est basé sur quelques axes de réflexion. Donc, ce n'est pas la compétence, puisque la compétence a été définie par le MFT. Nous, c'est des comportements adoptés pour améliorer la sécurité. On a travaillé sur les comportements liés à l'autonomie, donc avec le choix stratégique des blocs et les pannes. Le comportement lié à l'hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie, on va retrouver la condition physique, l'entraînement, le sommeil, qui est un facteur favorisant dans beaucoup d'accidents de décompression. Le comportement lié à la pratique au sec et dans l'eau. Alors là, tout le monde a fait des exercices, mais il y a d'autres moyens, notamment au sec. On s'aperçoit en plongée tech, pour reprendre quelques éléments de plongée tech. Alors dans tout ce que je vais vous dire, effectivement, il y a des axes de réflexion, donc c'est pas on n'impose rien, hein, on vous donne quelques axes pour réfléchir et puis pour essayer d'améliorer la formation. Dans certaines vidéos des plongeurs DIR, donc les plongeurs DIR, c'est une organisation américaine spécifique du tech. Ils ont des vidéos donc avec une personne qui respire toujours de la même façon, qui a un lestage toujours identique. Donc on reprend toujours les triptyques lestage, ventilation, déplacement. Et pour faire voir donc aux personnes que le positionnement du corps est très important, en fait, on voit dans la vidéo, les gens mettent leurs bras en avant, ce qui fait que ça remet l'assiette du plongeur à l'horizontale. On sait tous qu'ici dans la salle que quelqu'un qui est surlesté donc va surconsommer, qui n'a pas une bonne position, va avoir un frein dans l'eau, qui ne sera pas hydrodynamique s'il a une position d'hippocampe, qui va avoir des risques d'essoufflement et d'ADD, et puis entre autres casser tout ce qui est faune sauvage. Et donc dans ces vidéos, en fait, on voit que juste le plongeur, en étalant les mains vers l'avant, donc on n'a pas besoin de faire comme les dires, en gardant les mains écartées, mais juste en les mettant en avant, eh bien l'assiette du plongeur va se remettre horizontalement, et donc avec un meilleur déplacement. Le fait de regarder vers le sol, le plongeur va avoir tendance à remonter par les pieds, donc ce n'est pas une bonne position. Il faut juste relever le menton et avoir les mains en avant, et la position va devenir horizontale. Donc ça, c'est ce qui est enseigné dans le tech, et ça permet d'avoir des déplacements qui sont plus favorisés. Vous pouvez faire des vidéos comme ça, et vous pouvez aussi les faire travailler en pratique. On s'aperçoit aussi que dans les comportements de plongée profonde, il y a l'aspect psychologique qui rentre en jeu. Bon, là, Jean-Yves vous en a parlé avec des accidents. Donc les gens qui ont une surestime de soi ou alors qui ne maîtrisent pas vraiment le niveau auquel ils veulent aller, quoi. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'apports à prendre de la plongée tech, hein, donc on vous encourage à aller faire des stages, soit de nitrox confirmé, soit de premix, puisque la plongée profonde, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je dois aller profond à l'air ou est-ce que je dois me mettre des moyens pour avoir une meilleure déco et pour éviter la narcose, en fait. C'est ça, en allant vers le trimix. Mais en l'occurrence, ce n'était pas l'objet de cette intervention. Alors pour ça, vous pouvez développer au niveau de l'enseignement des contrôles mutuels. Ça, on le fait déjà tous entre nous. Normalement, on l'enseigne à nos stagiaires. En revanche, on n'enseigne pas trop au DP de faire des checks collégiales. C'est-à-dire que le DP, il a une liste et il fait comme les pilotes d'avion. C'est ce qu'on a en plongée tech. Le gars va reprendre la liste et il va reciter tout et tout le monde check son matériel. Donc ça, c'est une des solutions. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une des solutions. Vous pouvez aussi travailler sur la sensibilisation des what-if. Ce qu'on appelle what-if en tech, c'est qu'est-ce qui se passe si. Alors c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe si je perds mon parachute? Qu'est-ce qui se passe si je remonte en pleine eau? Donc qu'est-ce qui se passe si je dérive pendant 1 heure ou une demi-heure en plongée tech? Donc en plongée profonde, on peut facilement dériver pendant 20 minutes. Hein. Si vous êtes à Ouessant ou vous vous retrouvez sur des rochers, le bateau ne pourra plus aller vous rechercher. Donc il y a peut-être des solutions de travailler au sec, ces problèmes-là, de développer des comportements, de faire aussi des séances théâtrales, on va dire, entre partenaires. Comment ?
de simulation, voilà, c'est ça. Donc aussi maîtriser donc la maîtrise des incidents et du cumul des petits incidents, bah ça on le fait déjà, dans les compétences des plongeurs, les pannes d'air, tout ça, donc ça on revient pas dessus. Favoriser aussi, bah, comme l'a dit Jean-Yves, les paliers au nitrox, forcément ça sera un plus. On sait tous que bah, dès qu'on fait une décompression au nitrox ou dès qu'on plonge au nitrox, on sature moins, ou alors la dénitrogénation est beaucoup plus simple. Il faut sensibiliser les plongeurs à l'attitude à avoir lors des séances, lors des sorties club ou personnelles. La plupart, il y a beaucoup d'accidents de décompression qui sont dus à ça. Les gens roulent toute la soirée, nous on a vécu ça, hein, donc, parce que c'est toujours pareil, c'est la loi de Murphy, hein, donc on cumule, puis à un moment donné on aligne tous les trous et ça passe plus. Et le fait de rouler toute la nuit puis d'aller plonger le matin, forcément c'est un risque d'accident de décompression très élevé. Pourquoi ? Parce que on peut assimiler les bulles à un corps étranger et vous imaginez bien que le corps, lors de la décompression, il lutte. Et si on est fatigué, on lutte beaucoup moins bien, donc on a des risques beaucoup plus accrus, sachant qu'en plongée profonde, on va forcément saturer plus que sur une plongée normale, et on va tendre vers des problèmes plus rapidement. Dans vos formations, vous pouvez intégrer la notion de planification en surface pour les plongeurs et les DP. Alors, quand je dis planification, c'est vrai que le DP, lui, il a déjà la fiche de sécurité et il doit déjà mettre les paramètres prévus. Mais planifier, c'est pas que les paramètres prévus, c'est aussi apprendre aux stagiaires à savoir qu'est-ce qui se passe si je fais 3 minutes sous l'eau ou 5 minutes sous l'eau, ou qu'est-ce qui se passe si malheureusement je dérape de 5 mètres ou de 10 mètres parce que le bateau a bougé, ou alors ici en Bretagne on a du marnage. Et puis voir du courant qui peut nous déporter sur une zone qui n'était pas prévue. Donc ça, il faut développer ça, et notamment au niveau des ordinateurs, parce que la plupart des gens, comme on l'a vu tout à l'heure avec Eric, ils ne savent pas planifier avec leur ordinateur, et la plupart n'ont pas forcément des tables dans leur poche. Inclure dans le cursus de formation, alors le finger ou le dévidoir. Alors c'est vrai ça arrive de plus en plus dans les clubs. Alors je reprends le finger parce que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est une petite bobine avec du fil. On utilise avec un parachute à soupape. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'en fait on va se baser sur un gonflage à la bouche. Et le gonflage à la bouche, c'est beaucoup plus sécuritaire. Il y a eu un accident de plongée en CIBPL à cause d'un mauvais gonflage. Le gars, il s'est fait prendre à son parachute. Il s'est fait remonter en surface. Et le gonflage à la bouche, en fait, il vous permet de mettre juste un peu d'air. Et avec la loi de Marriott, quand le parachute il arrive en surface, il est complètement gonflé. Sauf que si vous vous faites prendre par le direct system ou par un autre élément de votre stab, vous ne partez pas avec parce qu'en fait, il y a très peu d'air. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut le lancer beaucoup plus profond. Donc il faut apprendre aux gens à le faire, parce qu'on peut, si vous lancez ça à 3 mètres, ça n'a aucun intérêt, quoi. Le parachute ne sera pas gonflé. C'est un autre avantage aussi, le finger ou le dévidoir, c'est que s'il y a un problème, le gars il a un appui, quoi. Donc il peut se déhaler dessus. Et ça c'est quand même très important, parce que on sait bien que des fois on n'est pas bien, en plus ça fait un appui, mais un appui qui peut être à 20 mètres. Donc c'est quand même un confort. Alors là, je mettrai une pondération quand même. Dans les organisations américaines, on apprend le 1, 2, 3. Donc ça, c'est en cas de non-palier imposé par l'ordinateur. Hein. Si on ne plonge pas dans le cadre de la plongée MN90, on plonge avec des ordinateurs. Et si on n'a pas de palier, on doit faire 1 minute à 9 mètres, 2 minutes à 6 mètres et 3 minutes à 3 mètres. Ça n'a pas forcément toujours un intérêt en Bretagne, parce que si on dérive et si l'eau est froide, on met beaucoup de paliers. En revanche, ça a un intérêt quand même subtil chez nous, c'est lors des remontées lentes. Parce que lors des remontées lentes, quand votre stagiaire il arrive à la limite de ses paliers, il n'a pas affiché les paliers, mais on est à la limite où on va juste rentrer dedans, et qui commence à remonter et que les paliers s'annulent, en fait, on plonge sur le fil du rasoir.
Et là, avec cette technique, eh ben, ça évite beaucoup de problèmes parce que vous voyez qu'on a fait 6 minutes de palier déjà d'entrée. L'avantage, c'est que le 1 minute et le 2 minutes, on ne le voit pas passer parce qu'on a toujours des... Si on est avec son bobino ou son finger, ben, on rembobine tout ça. Donc en fait, on aplanit la remontée, un peu comme on fait en trimix. On aplanit la remontée sans saturer parce qu'on est quand même au-delà de 9 mètres. Et ben, on évite quand même beaucoup de problèmes quand on impose 6 minutes d'un coup. Maintenant, je ne vous dis pas de le faire, je vous dis que c'est une solution. Prévoir un encadrement adapté. Assurer la motivation des plongeurs. Oui, je passe pas sur ça parce que combien de fois, enfin ça vous l'avez tous vu, le gars il est malade sur le bateau puis on dit allez tu vas y aller, tu seras mieux sous l'eau quoi. Bon ben forcément ça s'améliore pas quoi. Donc à un moment donné il vaut mieux avoir un malade sur le bateau qu'un mort au fond quoi. Prévoir l'encadrement adapté, habitué aux profondeurs. Alors Jean-Yves vous l'a dit, il y a eu un accident il y a quelques années dans le Finistère. La personne venait du centre de la France, je ne sais pas où. Donc sans doute pas beaucoup dormi, beaucoup de fatigue. Elle a travaillé la semaine et puis elle arrive, première plongée de l'année, 60 mètres. Bon, ben, on a fait mieux. N'empêche que vous pouvez être très bien moniteur et aller souvent à 40 mètres, comme moi j'ai appris à plonger dans l'est de la France. On avait 20 mètres de fond, d'accord. Je plongeais sur 20 mètres. On peut être très bien MF1 là-bas, et puis arriver en Bretagne ou en Méditerranée et plonger à 60. Mais ce que je vous dirais là, dans un cas comme ça, c'est de respecter le code du sport par rapport au palanquet, mais aussi d'essayer de mixer vos palanquets par rapport à l'habitude des gens à aller à 60. Parce que aller à 60, c'est pas anodin. Il y a des conditions, il y a des habitudes, et c'est peut-être pas forcément le niveau qu'il faut juste juger. Il faut peut-être aussi juger l'habitude des gens. Un autre problème qui s'est répertorié pas mal de fois au caisson, c'est lors des plongées yo-yo. Alors forcément, c'est pas ce qu'on a fait de mieux en niveau de décompression, mais notamment au niveau des moniteurs. Faire des yo-yo, ça favorise les accidents de décompression. Et si en plus on traîne en surface pendant 2 minutes le temps de débriefer, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Donc là, il y a peut-être à revoir, de passer le message au moniteur, de dire attention, déjà faire des remontées complètes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On peut peut-être faire des remontées partielles. Et puis une fois que c'est bon, à la fin, on fait des remontées complètes. Parce qu'en faisant des remontées partielles dans le début de formation, ça évite beaucoup de problèmes, vu que le gars ne maîtrise pas trop. Et une fois qu'on est arrivé à la fin vers les évaluations, là on peut faire des remontées complètes. On aura forcément moins de problèmes. C'est pareil dans les examens, on entend souvent, on laisse aller à fond, de toute façon il percute la surface, au moins on n'a pas de souci, quoi. Oui, forcément, pour l'évaluation c'est beaucoup plus simple, mais au niveau sécurité, c'est pareil, on a fait mieux, quoi. Donc à se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas arrêter la personne et puis dire, voilà, tant pis. Hein, alors au niveau des... Donc là, c'était un peu un axe pour les moniteurs et on a développé aussi un petit flyer pour les plongeurs, notamment avec quelques items, hein, l'entretien, la bonne forme physique, on retrouve toujours hein, de toute façon. Le fait de bien s'hydrater, effectivement, dans les accidents de décompression, on rencontre beaucoup d'états de déshydratation. Alors, vous êtes sans doute ici 350 dans la salle. Qui boit un coup avant d'aller plonger? Personne, parce que tout le monde se dit je vais aller uriner dans ma combi, ça va sentir mauvais. Donc je bois pas, je me retiens. Peut-être la solution, on va pas aller comme dans le tech avoir des couches ou des purges pipi, mais c'est peut-être d'aller uriner pas mal de fois avant et de boire juste avant la plongée, mais surtout de boire énormément après la plongée. Pour vous donner une idée, les plongeurs profonds dans des structures tech internationales, ils ont carrément sur leur déco une poche à eau. Donc ils boivent durant la plongée pour favoriser la fluidité du sang et améliorer la décompression. Donc il faut peut-être se dire, j'arrête de ne pas boire parce que c'est vraiment ça pose un gros souci, c'est rencontré fréquemment dans les accidents. Partir avec des blocs bien gonflés, ça Jean-Yves vous l'a dit, et puis d'autres items qui sont développés que vous pouvez retrouver hein, dans le flyer.
Alors, toujours prévoir une progressivité dans la profondeur. Alors, la progressivité, c'est dans la période, hein, c'est-à-dire on ne commence pas par une 60, on l'entend quand même encore assez fréquemment. C'est peut-être pas ce qu'on a fait de mieux. Et c'est une progressivité dans l'évolution. C'est-à-dire, il y a quand même intérêt à ne pas passer de 40 à 60, de faire des étapes intermédiaires, parce que la consommation et la narcose n'est pas du tout la même. Donc, essayez de développer ça dans vos clubs. Déjà, vos niveaux 3, de les emmener. Donc, ça veut dire avoir des E4 hein, au-delà de 50, et peut-être de mutualiser dans vos départements. Ça, c'est une solution, quoi. Donc, intégrer dans le cursus aussi des stops. C'est pareil, dans les organisations américaines, on retrouve des stops à 2, 5, 10. Ce qu'on appelle le bubble check. Hein, donc ça, c'est pour vérifier le matériel. Donc on se regroupe à 2 mètres, c'est pas bête. Tout le monde va bien, ok, on descend, on regarde s'il y a des bulles à 5 mètres. À 10 mètres, on s'arrête, on stoppe et on attend que tout le monde arrive. De la même façon, à 30 mètres, on descend, on ralentit de sa descente. Ça va déjà éviter la narcose, ça va regrouper la palanquée, parce que si la palanquée s'étale, c'est pas forcément bien. Limiter le temps à la possibilité de donner de l'air. Je pense que parmi nous, ici dans la salle, on est tous allés dans les îles, ou une bonne partie. On a tous plongé avec des 12 litres à 50 mètres ou 60 mètres. C'est pas ce qu'on a fait de mieux, quoi. Parce qu'on est incapable de donner de l'air. On reprend ici une plongée dans nos eaux ici en Bretagne. Certains d'entre vous sont allés à 60 mètres avec des 15 litres. Regardez, refaites des exercices de planification. Il y a des logiciels qui existent, qui sont en vente libre. Et essayez de donner de l'air avec un 15 litres après 12 minutes ou 13 minutes de plongée. C'est infaisable. Le problème, c'est que si le bateau il se trouve à 2 km, parce qu'il y a une dérive, qu'il n'a pas scindé les palanquets, qu'il ne les a pas mises à l'eau, donc en même temps, vous allez vous retrouver avec des pannes d'air très dangereuses. En fait, la solution pour ça, c'est dans vos palanquets, c'est de regrouper tout le monde. C'est ce qu'on fait en plongée tech. On regroupe tout le monde. Une fois que tout le monde est habillé, on balance tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans de la plongée classique. On va avoir des longs paliers de décompression. Et les longs paliers, si on étale les palanquets sur 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, avec les courants qu'on peut ici trouver dans nos eaux, on va avoir des plongeurs qui vont être éparpillés. Et le bateau et le pilote, ils auront du mal à gérer ça. Bon, relever les réserves hein, à 70-90 bars, ça, je ne vous fais pas de dessin. Sauf qu'au-delà de 90 bars, ça n'a plus d'intérêt. Dans ce cas-là, il vaut mieux se dire, je change de matériel, je prends un bi, quoi, parce qu'à un moment donné, il faut quand même plonger, sinon ça n'a pas du tout d'intérêt. Déterminer le temps ou la réserve avec les plongeurs. Donc là, ça peut être aussi tout ce qui est planification. Hein. Vous pouvez planifier sur des logiciels. Suunto en met un en ligne. Vous pouvez avoir et le temps et la conso. Alors attention aux ordinateurs qui planifient avec des gradients de facteurs. Les gradients de facteurs peuvent être utilisés. Hein. Ça, c'est pour ceux qui achètent des ordinateurs tech. Par contre, en plongée air ou en plongée nitrox, il faut savoir les régler. Sinon, vous allez vous mettre des paliers profonds, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça va poser des gros soucis. Bien entretenir ces direct systems. On a revu des accidents sur des direct systems qui n'étaient pas forcément bien entretenus ou qui se sont bloqués. Donc, qui d'entre nous ici amène sa stab en magasin en même temps que ses détendeurs ? On a 2 mains qui se lèvent. Sauf qu'en fait, ça arrive assez souvent. On a eu des accidents comme ça en CIBPL. Donc là, vous avez, ici, je vous ai mis. Là, ici, vous avez ce qu'on appelle des découpleurs. Le découpleur, alors il y a 2 découpleurs différents. On vous a mis, c'est un petit capuchon qui se met sur un direct system, ou alors un système mécanique qu'on vient brancher sur un tuyau de moyenne pression, qui permet de faciliter le découplage des direct systems. Parce que essayer de découpler sous l'eau avec vos mains un direct system de stab, avec la pression dedans, on n'y arrive pas. Si vous restez bloqué, vous vous retrouvez en surface. Il existe un autre système aussi qui s'appelle un stop flow. C'est un petit système qu'on bascule. Seulement, je suis pas très convaincu du stop flow parce que une fois il va être ouvert, une fois il va être fermé. Et s'il est fermé quand on veut gonfler, on peut avoir tendance à paniquer. Donc moi, je préfère des systèmes simples. Pour info,
Ce petit système là en plastique, il est vendu 3 €. Donc à vous de voir si pour 3 € vous voulez faire l'économie, quoi. Alors pareil, on parle de plus en plus de plongée avec les combinaisons étanches. La fédération a prévu un cursus de combinaisons étanches. Je ne vois pas beaucoup de personnes ayant fait ce cursus. Alors pour plonger, ça ne pose pas de problème. Tout le monde plonge avec une combinaison étanche, il n'y a pas de souci. Seulement pour gérer les incidents avec des combinaisons étanches, si vous n'avez pas été formé pour, vous risquez de vous retrouver en surface tout gonflé, quoi, avec les bras comme Jésus, quoi. Donc là, il faut peut-être repasser par peut-être une petite formation. Je ne vous ferai pas le cours sur la combinaison étanche ici, ce n'est pas le souci, mais rapprochez-vous des moniteurs qui en ont et qui savent le faire, ou alors des moniteurs TOC qui ont été formés pour ça. Pareil pour les combinaisons étanches, je vous dirais favoriser les stabs dorsales. Pourquoi? Parce qu'en combinaison étanche, on est déjà bien engoncé, donc on a du mal à se mouvoir, on a du mal à respirer. Si vous prenez des stabs avec une enveloppe dorsale, c'est beaucoup plus simple, vous êtes libéré devant, donc ça, vous serez moins sujet à l'essoufflement. De la même façon, si vous prenez une stab avec une plaque dorsale en combinaison étanche, vous n'êtes pas obligé de mettre une ceinture. Il y a eu un accident qui a été rencontré en CIBPL. Le gars plongeait en étanche. L'étanche, une fois la ceinture elle est trop serrée, une fois elle n'est pas assez serrée. Il a perdu sa ceinture, il s'est retrouvé en surface, impossible de redescendre. Donc si vous avez une plaque dorsale, avec des plombs qui sont fixés dessus ou juste la plaque suffit pour certaines, ça dépend si on prend une 3 mm ou une 6 mm, vous n'avez aucun risque parce que le lestage est incorporé dedans. Et vous avez une redondance par rapport à votre stab. Attention aux remontées lentes qui suppriment les paliers. Ça se voit notamment, il y a eu encore des accidents sur Ploumanac. Les gens plongent à 40, ils remontent tranquillement jusqu'à la cale. Et puis forcément, ils sont sur le fil du rasoir. Donc là, c'est peut-être là l'intérêt de faire le 1, 2, 3. Bon, après, j'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, c'est que si on s'approche des paliers, moi, je vous invite à en faire. Et au moins 5 minutes. Après, j'ai pas comme on l'a dit ce matin, il n'y a pas de science exacte. Hein, la décompression, c'est quelque chose c'est un modèle. Hein, donc voilà. Bien connaître son ordinateur et bien planifier. Alors, en fait, connaître l'ordinateur, tout le monde sait interpréter les chiffres qui sont mis dessus. Par contre, les gens, la plupart du temps, ils ne savent pas planifier avec un ordinateur, ils ne savent pas planifier une seconde plongée. Donc, ça serait peut-être intéressant de bien savoir utiliser sa machine jusqu'au bout, quoi. Marquer les parachutes aussi pour les DP dans les plongées avec de la décompression, c'est intéressant. Et notamment quand c'est des sites multiniveaux où il y a plusieurs niveaux. Ça peut permettre de repérer qui va avoir beaucoup de paliers et qui n'en aura pas. Et voir ça peut aussi vous permettre de voir si les gens qui sont partis en premier ou en deuxième, si les paliers durent, si c'est des paliers qui sont normaux, puisque vous pouvez très bien planifier une plongée en ayant sur une ardoise des temps. Et donc en vous disant, voilà, je dois être revenu au mouillage à tel temps, je fais demi-tour à tel temps, je dois être à telle profondeur à tel temps, un peu comme un runtime de tech. Et le DP peut avoir une petite planification en fonction des gens qui partent aussi comme ça. Et ça peut permettre de réagir en cas d'incident. De la même façon, si vous avez des blocs, si vous envoyez des gens en plongée profonde, les blocs, il faut qu'ils soient gréés pour pouvoir les mettre à l'eau, les blocs de secours. Et là, je vous dirais, si vos personnes sont nitrox, gréer des blocs au nitrox. Pourquoi? Parce que une fois que vous allez devoir mettre un bloc à l'eau, c'est déjà qu'il y a eu une surconsommation ou alors une dérive. Et si on est déjà en dérive, on est déjà dans un incident. Donc là, le nitrox aura sera très intéressant. Attention aux plongeurs en tant que DP et en tant que plongeur aussi, au niveau de l'alcool et des médicaments. Alors, je ne vais pas faire de moralité. Hein. L'alcool, c'est un problème. Ça déshydrate. Donc forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, la déshydratation favorise l'accident de décompression. Donc si vous allez en plongée profonde, la veille, c'est peut-être pas la peine de faire la chouille et sur le bateau non plus, quoi. Donc on l'a dit tout à l'heure, favoriser la plongée au nitrox
et à l'oxygène. L'oxygène, ça permet aussi de... si vous êtes à l'oxygène pur, bon, il y a deux théories qui s'affrontent. Soit on met de l'oxygène pur dans les blocs pour la décompression, on ouvre à fond la fenêtre oxygène, ou alors on prend un 60% ou un 70%, on peut le prendre plus profond. Et c'est un autre avantage, si vous plongez par exemple à 50 ou 60 mètres, c'est que si vous avez un bloc, vous pouvez aussi accrocher votre bloc plus profond, donc on va dire à 13-15 mètres, et ça vous permet d'avoir une redondance au niveau de l'air, que vous n'aurez pas si vous êtes avec juste un 15 litres. Attention au profil lors des séjours ou lors des plongées multiples, ça on le rencontre énormément. Donc des gens partent en Méditerranée faire un stage épave, des plongées à 40, on en fait une le matin, une l'après-midi, 20 minutes de déco à chaque fois, multiplié sur la semaine, ça commence à faire beaucoup, quoi. Si vous n'êtes pas avec des décompressions. Si vous faites une semaine de plongée profonde avec des décompressions, vous repartez, vous êtes dans un état nickel. Si vous êtes à l'air de façon basique, vous êtes beaucoup plus fatigué. Rendez-vous compte, lors d'une plongée à 50 ou à 60 mètres, ici en Bretagne, dans de l'eau froide, l'après-midi, on n'entend plus personne, quoi. Alors, ne pas faire des plongées profondes dans la même journée, forcément, ça se conçoit. Limiter la profondeur et la fatigue, on en a parlé tout à l'heure. Et pas d'effort après la plongée. On voit encore trop de bateaux où les gens remontent le mouillage. En plus, souvent, ils mettent un mouillage. Quand on va en plongée profonde, il y a parfois des courants. On met le mouillage qui va bien, donc c'est infernal pour le remonter. Utilisez soit des parachutes pour les balancer du fond, ou alors, encore mieux, le guindeau, quoi. Ou en tout cas, si vous ne faites pas ça, bah, prenez des gens qui n'ont pas plongé profond, ou prenez le gars qui n'a pas plongé du tout, qui est resté sur le bateau. Et boire après la plongée, on en a parlé tout à l'heure. Merci de votre écoute.